lied to us and that they knew what was going on all along. Bonsoir et bienvenue à Séoul. La Corée du Sud, c'est un pays que nous les Français finalement, nous connaissons très mal. Elle est longtemps restée dans l'ombre de ses voisins prestigieux, le Japon et la Chine. Il y a à peine 50 ans, ce pays était l'un des plus pauvres de la planète. Aujourd'hui, et c'est un véritable miracle, la Corée pointe au 13e rang mondial. Elle vient de présider le G20 et elle est déjà le 4e partenaire commercial de l'Union européenne. Et d'ailleurs, les Coréens, qui sont poussés par une ambition et une fierté nationale à toute épreuve, ont bien l'intention de ne pas en rester là. Corée, la puissance cachée, voici le 31e numéro d'Un œil sur la planète. C'est la marque emblématique de la Corée du Sud et pour cause, Samsung est la plus grosse entreprise technologique au monde, avec un appétit jamais rassasié. En exclusivité pour Un œil sur la planète, plongé au cœur de l'empire Samsung. Tous nos produits auront le même style, les mêmes noms, les mêmes visages, car ce sont des produits universels. Samsung est devenu une marque monde. 60 ans après la guerre de Corée, le pays ne connaît toujours pas la paix. Les provocations de la Corée du Nord sont régulières, parfois meurtrières, comme le bombardement de l'île de Yongpyong-do. Mais l'idée de la réunification n'a jamais été abandonnée. Ce n'est pas bien de faire ressurgir les blessures du passé si nous voulons nous réunifier avec le Nord. Mais on doit se défendre d'abord. Tu parles de réunification, mais ce qui me préoccupe, c'est notre survie. La Corée du Sud est aussi une puissance culturelle. Ses séries télé, ses films, ses groupes musicaux déferlent sur l'Asie. Une stratégie de conquête soutenue par le gouvernement pour améliorer l'image du pays à l'international. Aujourd'hui, nous avons l'ambition d'aller au-delà des pays asiatiques et de conquérir les marchés européens et américains. En Corée du Sud, toutes les traditions sont bousculées. Les bouddhistes sont désormais devancés en nombre par les chrétiens aux pratiques jugées plus modernes. Séoul abrite aujourd'hui les plus grandes congrégations au monde. Protestantisme et catholicisme sont en compétition pour drainer le plus grand nombre de fidèles. Dans mon quartier, je suis en charge de 27 familles. Si nous convertissons davantage de monde et que la cellule grandit, nous la divisons en deux, nous élisons un nouveau responsable et une autre cellule est créée. La Corée du Sud, c'est le pays le plus connecté au monde. Dans la rue ou ici dans le métro, les gens sont connectés à Internet en permanence. C'est aussi le pays des grandes entreprises de l'électronique, des groupes comme LG ou Samsung. Samsung est le numéro 1 mondial des technologies. À lui seul, le groupe génère plus de bénéfices qu'Apple, Google et Microsoft réunis. Pour la première fois, les dirigeants de l'entreprise ont accepté d'ouvrir leurs portes à une équipe de télévision occidentale. C'est un voyage absolument sidérant, vous allez le voir, au cœur du miracle économique sud-coréen. Le reportage est signé Loïc Delamornay et Jean-François Monnier.
C'était une fois Madame Lee, ménagère coréenne. Comme chaque matin, elle posait cette question: miroir, mon beau miroir, suis-je toujours aussi belle? Et grâce au capteur laser installé au plafond, son miroir lui répondait. Je recherche vos paramètres santé. Masse graisseuse, 11,5%. Pulsation cardiaque, 90. Température, 36 degrés 9. Mon miroir dit que j'ai une excellente condition physique. Madame Lee doit ensuite préparer le déjeuner et se heurte à une autre interrogation: que manger aujourd'hui? Je présente cette assiette et l'ordinateur reconnaît quel type de viande c'est et me propose une recette. Ce midi, Madame Lee mangera donc du barbecue de porc avec des patates. Problème, l'ordinateur du réfrigérateur indique qu'il ne reste plus assez de pommes de terre dans le bac à légumes. La mère de famille commande immédiatement un nouveau paquet qui lui sera livré. Elle paie en ligne grâce à un système de reconnaissance faciale. En Corée, le miroir de Blanche-Neige a pris un sacré coup de vieux. Et le futur imaginé par Samsung va encore plus loin que le conte de fées. Le monde de Madame Lee sera peuplé de stylets traducteurs pour décrypter un menu au restaurant à l'étranger. De cartes de crédit intelligentes qui regroupent toutes les cartes de paiement. De pare-brise tactiles qui équipent les voitures. D'écrans souples, faciles à dérouler et incassables. Good job. Ou encore de cet incroyable appareil qui imprime des vidéos sur papier, le Polaroid de demain. Science-fiction. Samsung assure que ces innovations arriveront sur le marché dans 5 ans. Et elle les présente au public dans des maisons du futur étincelantes en plein cœur de Séoul. Ces murs cascades d'eau qui sont en réalité de la vidéo et où s'incruste votre télévision existent déjà. La marque a les moyens de ses ambitions et fait la fierté de toute une nation. Avec Samsung, demain sera coréen. C'est depuis l'enfance que tous les Coréens, mais absolument tous, savent que Samsung est la meilleure entreprise du pays. Pourquoi est-ce que tout le monde rêve d'y entrer? Parce que Samsung est parti de rien, dans un tout petit pays qui est la Corée. Et c'est devenu depuis la première entreprise high-tech du monde. Tous les gens voient dans Samsung le miracle économique coréen. Il a fallu presque 6 mois de négociations pour prendre la direction de Suwon, à 1 heure de route de la capitale. Soudain, surgit un long mur, une enceinte qui court sur des kilomètres et protège une ville dans la ville. Bienvenue à Digital City. C'est la première fois qu'une caméra occidentale pénètre dans ce sanctuaire. Voici l'une des 8 villes Samsung du pays. Celle-ci est consacrée à l'électronique. Avec ses 30 000 employés, elle a la taille et la population d'une ville française de province comme Auxerre. Avec ses banques, son hôpital et sa clinique dentaire. Avec ses stades, ses bars et ses restaurants. Pour fouler ces trottoirs, il faut être un membre de la famille Samsung. Et cette famille a beau compter 250 000 employés dans le monde, elle n'a qu'un seul esprit de corps. C'est ce qu'a découvert un jeune franco-belge tout juste recruté qui s'est fondu dans le moule coréen. Vous parlez coréen? Oui, bien sûr. Ah oui? Depuis quand? Je suis en Corée depuis 2 ans. Là. On entre dans l'entreprise comme on entre en religion. Le jeune novice a expérimenté la méthode Samsung juste après l'embauche.
Pendant 3 semaines, en fait, on va dans un centre d'entraînement fermé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir, en fait. Donc week-end, jours fériés compris, on reste là. C'est assez chargé, les cours commencent à 7h30 du matin jusqu'à 9h du soir, plus des travaux de groupe le soir, la nuit, ce qui fait que sur 3 semaines, on dort en moyenne 3-4 heures par nuit. Mais après ces efforts, voici la récompense suprême. Les 5000 jeunes embauchés chaque année se retrouvent pour une gigantesque cérémonie d'intronisation. C'est l'exaltation du collectif et l'adoubement final de l'entreprise sous le slogan géant « Fiers d'être des Samsung ». Cette fierté est racontée au cœur de Digital City qui a son propre musée. Les Digitaliens, comme ils s'appellent, vouent un véritable culte au fondateur de Samsung, Byung-Chul Lee. Il a créé en 1938 une petite épicerie de riz et sucre qu'il appelle Samsung, qui signifie 3 étoiles en coréen. 3 étoiles pour 3 valeurs fondatrices. Devenir grand, devenir fort, durer éternellement. Et les efforts paient. Samsung fait entrer les Coréens dans l'ère de la consommation. Ces publicités sont des promesses de foi. Samsung va conquérir le monde avec ses produits bon marché. Mais ce n'était pas encore assez pour satisfaire l'ambition de ses dirigeants à la poigne de fer. En 1995, notre président offrit des téléphones portables à ses amis et à sa famille. Mais certains d'entre eux avaient des petits défauts. Le président décida alors de brûler toute la production de 150 000 téléphones devant les employés. Toutes leurs heures de travail sont parties en fumée, les ouvriers pleuraient. Mais le président voulait nous donner un électrochoc. Et depuis, nous faisons de la qualité. Sa force de frappe, Samsung la doit à son armée de 40 000 chercheurs maison. C'est 3 fois plus de scientifiques que tout le CNRS français. Derrière ces façades se cachent des centres de recherche parmi les plus secrets du monde. Inimaginable que notre caméra y pénètre, les enjeux industriels se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Pas question que nous filmions un schéma qui pourrait être décortiqué par un concurrent. Nous n'aurons d'autre aperçu que ces quelques images fournies au compte-gouttes par l'entreprise. C'est la raison pour laquelle, s'il est difficile d'entrer à Digital City, il est encore plus dur d'en sortir. Le soir, chaque voiture est minutieusement fouillée. Et en quittant les bureaux, tous les employés passent une véritable douane. La peur des espions industriels, une vraie paranoïa. Aucun salarié ne peut sortir avec son ordinateur ou tout autre appareil électronique. Tout doit être laissé au bureau. De toute façon, il n'est pas facile de quitter la famille Samsung. Après le travail, beaucoup d'employés rempilent et restent à Digital City dans l'une des nombreuses associations de l'entreprise, comme ce cours de cuisine chinoise. C'est vrai que je pourrais rentrer à la maison et voir un peu plus ma famille. Mais là, ça me permet de rester un peu plus longtemps avec mes collègues. Du matin jusqu'au soir, ces salariés motivés ne se voient pas vivre loin de la sphère de l'entreprise. Je travaille de 9h à 18h. Après, je fais des activités comme ce cours de cuisine. Puis je retourne travailler un peu à mon bureau jusqu'à 21h environ. Après, je rentre chez moi, je retrouve ma femme et mes enfants. Et une fois qu'ils sont couchés, je retravaille pour mon autre association Samsung, un club de construction de robots, jusqu'à 2h du matin. Est-il concevable d'échapper à l'emprise de l'entreprise ? Car quand on travaille et se divertit chez Samsung, il est tout naturel qu'on habite chez Samsung. Voici un complexe
Raimian. Un acronyme qui signifie futur, beauté, confort. Ces luxueux lotissements Samsung sont disséminés partout dans le pays. Ils sont ouverts aux salariés du groupe et à tous ceux qui ont les moyens. Les résidents sont choyés. Déplacements en véhicules électriques, services à profusion. Les enfants ont même leurs propres écoles, construites par Samsung bien sûr. Seul entorse au contrôle de la marque, les professeurs dépendent tout de même de l'éducation nationale. Nous avons rendez-vous chez la famille Nam. Ce couple de cadres avec 2 enfants a acheté ce 120 mètres carrés 700 000 €. Tout l'appartement est équipé en domotique et la technologie est telle que parfois les parents doivent appeler leur fils à la rescousse. Vas-y, Johnny, toi qui connais bien l'écran du frigo. J'ai 47 ans, petit j'habitais dans le coin et c'était complètement sous-développé. J'aurais jamais imaginé que ça se développerait comme ça. Par rapport à d'autres pays, il y a eu une croissance extraordinaire. Moi, je me rappelle qu'enfant, la seule chose qui comptait, c'était l'éducation. C'est grâce à ça que Samsung s'est doté de cerveau et a réussi. Dans ce monde, la seule chance de survie, c'est le savoir. Études, travail, réussite. On dort peu en Corée. Et le pays du matin calme n'a jamais aussi mal porté son nom. Une nouvelle journée reprend. Séoul s'éveille, vrombissante. Les Coréens travaillent 40% de plus que les Français. Et dans ce Manhattan asiatique, d'autres membres de la famille Samsung sont déjà au travail autour d'un emploi du temps en 4 lettres, SADI, l'université de design de Samsung. Le groupe a créé cette école pour trouver de nouveaux talents et doper sa créativité. Les nuits blanches passées sur les projets sont nombreuses, la sélection est rude, seule la moitié des étudiants décrocheront le diplôme. Les profs sont souvent occidentaux. Est-ce que vous voyez du volume dans cet objet? Vous voyez? Tous les étudiants ne feront pas forcément carrière chez Samsung. Mais cette école a fait des émules dans tout le pays qui forment à présent près de 30 000 jeunes designers par an. De plus en plus, les étudiants coréens sont récompensés dans les grands prix internationaux de design. On a en Corée des géants comme Samsung pour l'électronique ou LG pour l'électroménager qui créent tellement de produits que c'est pour nous un terrain de jeu extraordinaire. Et je suis fier de participer à cette nouvelle vague de designers coréens. L'université ouvre ses portes, mais les laboratoires nichés au sommet du quartier général de Samsung, beaucoup moins. Voici les tâches des designers. Là encore, interdiction de les filmer et panique de nos accompagnateurs, même si les vitres sont opaques. Car le design est devenu un enjeu stratégique majeur. Et tous les cadres dirigeants se rappellent ce jour de la fin des années 90 où le redoutable président, toujours lui, leur a asséné un second choc de culture. Le président nous a dit « Changez tout, sauf votre femme et vos enfants ». Il fallait se débarrasser de tout ce qui avait été acquis auparavant. C'est là qu'il a lancé la révolution du design dans l'entreprise. Le vice-président est fier de présenter son dernier bijou. On voulait quelque chose de chic, de brillant, de classe. Pas un mot sur la ressemblance frappante entre le dernier né de la gamme Samsung et la tablette d'un célèbre concurrent. Prononcer le mot Apple n'est pas politiquement correct chez Samsung. Mais pour Philippe Lee, président de la Chambre de commerce franco-coréenne, l'important n'est pas que le coréen ait plus ou moins copié l'américain. Samsung avait complètement mésestimé l'importance des smartphones. Il y a quelques mois,
panique à bord. Donc il a fallu mettre en place un plan de réaction par rapport à ça, mais le plan il est sorti au bout de quelques mois. C'est-à-dire que le groupe a été capable, en quelques mois, de concevoir un produit qui n'est pas un produit révolutionnaire, puisqu'il est très similaire à celui de l'iPhone, mais à développer ce produit et à le commercialiser avec succès et dans le monde entier. Et c'est là l'autre prouesse du groupe. Avoir changé son image, notamment dans les pays occidentaux, grâce à son marketing. Partenariats sportifs dans les plus grands événements, ou encore publicité ciblée avec des stars nationales, comme dans ce spot pour l'Australie, où Samsung s'est offert l'icône du pays, Simon Baker, l'acteur de la série du moment, Le Mentaliste. Celle qui remplit vos écrans publicitaires et joue avec vos désirs de consommation, c'est elle, la vice-présidente Young-hee, grande prêtresse du marketing. Passée par New York, Londres et Paris, ancienne de L'Oréal, elle vient de lancer la dernière étape de son plan. Jusqu'ici, on adaptait notre stratégie publicitaire en fonction des pays. Un acteur australien pour l'Australie, etc. Mais c'est fini. Désormais, on va unifier la communication. Tous nos produits auront le même style, les mêmes noms, les mêmes visages. Car ce sont des produits universels. Samsung est devenue une marque monde. Une marque monde qui attire désormais les talents étrangers. Mathieu, apothicaire, est né en France. Il est belge. Il a fait ses études à Cambridge et est diplômé du prestigieux MIT de Boston. Le monde s'offrait à lui, il a choisi la Corée, au grand étonnement de ses amis. Au début, il s'interroge un peu sur pourquoi est-ce que je voudrais partir en Corée alors que je pourrais trouver un emploi à New York ou un emploi à Paris ou à Los Angeles. Et après environ 2 minutes et demie de discussion, ils se rendent compte très vite que c'est une opportunité énorme. Samsung prise ses profils occidentaux. Mathieu, apothicaire, fait partie d'un service spécial, les consultants internes. Sa mission est d'aller régler les problèmes dans toutes les branches du groupe avec son regard neuf d'Européen, ce qui ne l'empêche pas d'être bluffé par son pays d'accueil. Mon professeur de macroéconomie disait toujours que pour devenir un pays développé, il fallait exactement 100 ans. Il y a deux exceptions à la règle, au XXe siècle, la Corée et Israël. Samsung est le reflet de cette croissance exceptionnelle. C'est même son moteur. Car tout ce qu'il vous a été donné à voir n'est qu'une partie de l'iceberg. Et à côté de la tour de Samsung Electronics se dresse celle de Samsung Assurance et celle de Samsung Construction. On appelle cela un chaebol, un conglomérat en coréen. Et en la matière, le pays a construit les empires industriels les plus puissants du monde. Samsung représente 1/5 de l'économie de la Corée. Car sur les mers du globe, on bat aussi pavillon Samsung. Ces chantiers ont œuvré pour hisser la Corée au 2e rang mondial dans la construction navale. Le groupe est aussi un géant du BTP, tant en Corée qu'à l'étranger. La plus haute tour du monde, à Dubaï, est une tour Samsung. Elle affiche, sur 800 mètres de haut, la suprématie du groupe. Scientifique de pointe et BTP, il n'en fallait pas plus pour que Samsung s'intéresse à l'atome. Associé à l'EDF sud-coréen, le groupe construit ses propres centrales nucléaires et l'an dernier, ses ingénieurs ont fêté un joyeux événement aux dépens de la France. Ils ont soufflé à Areva la construction de 4 réacteurs aux Émirats arabes unis. Je pense qu'en France, on ne se rend pas compte de la vitesse d'évolution, du fait qu'effectivement la Corée s'est devenu un pays concurrent de la France, ou en tout cas au même niveau, ou quasiment au même niveau que la France dans beaucoup de domaines. Gare de Séoul. Ce train vous semble familier. Normal, c'est le TGV que les Coréens ont acheté à la France en 1994. Il ne leur a pas fallu 15 ans pour construire le leur. Voici le KTX. Il a été conçu par un autre géant coréen, le groupe Hyundai.
Et il affronte désormais son grand frère sur les appels d'offres internationaux au Brésil ou en Californie. Direction le sud du pays. Le voyage de 300 km explique presque tout. Devant ces plaines mornes et sans aucune ressource naturelle, la Corée n'avait pas d'autre choix que de se surpasser en misant tout sur l'exportation. Voici Busan, deuxième ville du pays. Son port et ses dizaines de milliers de voitures Samsung Motors prêtes à l'embarquement. Mais ici, plutôt que combattre le rouleau compresseur coréen, la France a choisi de s'allier avec lui. Samsung Motors a été racheté en grande partie par Renault. Le Français construit ici des voitures pour les 3 marques du groupe: Renault, Samsung Motors et Nissan. Le constructeur dispose même d'un technocentre en Corée, où les prototypes sont conçus et les voitures testées. Après la France et l'Allemagne, la Corée est le 3e marché de Renault. Et désormais, quand la marque aux losanges lance une nouvelle berline, elle ne l'inaugure plus dans son pays natal, mais ici, en Corée. Notre voiture la plus vendue, c'est ce qu'on appelle la SM5. Qui sera commercialisé prochainement sous le nom de Latitude en Europe. Autrefois, on aurait pu dire je conçois la voiture pour les marchés européens, puis après je vois si je peux la vendre dans les autres marchés. Maintenant, on est dans une autre démarche. Quand les volumes sont presque plus importants hors d'Europe qu'en Europe, il faut concevoir la voiture d'abord pour ces marchés-là. Toute la Corée est donc occupée par Samsung. Toute, non. Une petite marque résiste encore et toujours à l'Empire. Et à Séoul, Astérix s'appelle Apple. Plus exactement Frisbee, car la marque à la pomme n'a pas encore suffisamment de poids pour ouvrir ses fameux magasins Apple Store. Ce n'est pas évident pour nous. Les gens ne connaissent pas encore bien la marque. C'est difficile de s'attaquer au marché coréen, mais la curiosité commence à payer. L'État coréen ne fait pas de cadeaux à l'Américain. Pour des problèmes de service après-vente, l'un des hauts dirigeants d'Apple a été convoqué pour s'expliquer devant l'Assemblée nationale. Et même si Apple remporte un succès, ce sera quand même une victoire Samsung. Le Coréen est le numéro 1 mondial des semi-conducteurs et sous la coque des iPhones, les composants, eh oui, sont des puces Samsung. C'est David contre Goliath. En face, Samsung étale ses Delight Center et autres showrooms ultra-modernes. Sur les écrans des ordinateurs peu de Google, le célèbre moteur de recherche n'occupe que 5% du marché coréen. Ici, on navigue sur Naver ou Dome, considéré comme plus performant. Et avant la création de Facebook, les Coréens avaient déjà leur réseau social, Cyworld. Comme pour avertir l'Occident, qu'il ne s'endorme surtout pas sur ses certitudes, car demain, votre cyberespace pourrait bien être coréen. Apprendre encore et toujours. En Corée, c'est la condition pour réussir. Et comme si l'école ne suffisait pas, après les cours, il y a encore des cours, privés ceux-là. Hiver comme été, parfois 6 jours, voire 7 jours sur 7. Des élèves, dont certains ont à peine plus de 10 ans, continuent d'apprendre. Du coup, les jeunes Coréens se retrouvent dans le peloton de tête de tous les classements mondiaux. 2e en lecture, 4e en mathématiques.
Un univers où la performance est la règle, où la pression familiale est permanente. Il a même fallu que le gouvernement intervienne pour limiter à 22 h la fin des cours du soir. Mais le résultat est là. En à peine 50 ans, l'éducation et la valeur travail ont transformé ce pays sous-développé en l'une des toutes premières puissances mondiales. Regardez. La Corée du Sud est un petit pays, mais l'un des plus denses au monde. Avec les 2/3 du territoire composé de montagnes, 50 millions d'habitants doivent se serrer sur l'équivalent d'une province française. La capitale, Séoul, compte 10 millions d'habitants, 5 fois la population de Paris. Pauvre, sans ressources naturelles, enclavée à cause de la Corée du Nord, la Corée du Sud a pourtant réussi un développement sans équivalent dans l'histoire. Aujourd'hui, le revenu moyen de ses habitants avoisine celui de l'Italie. Depuis les années 60, le PIB du pays a été multiplié par 400. La Corée du Sud est aujourd'hui une puissance industrielle. Elle est numéro 2 mondiale de la construction navale, numéro 3 pour les semi-conducteurs, au 4e rang pour l'électronique, au 5e pour les voitures, le textile, l'acier ou la pétrochimie. Avec une économie basée sur l'exportation, la Corée du Sud possède naturellement quelques-uns des plus grands ports au monde. Et la Corée du Sud ne devrait pas en rester là. Avec 8% de croissance en moyenne sur les 30 dernières années, elle continue de progresser. À l'indice de développement humain des Nations Unies, la Corée du Sud pointe désormais à la 12e place, 2 rangs devant la France. De l'école à l'entreprise, le combat est le même. Personne ne compte ses heures. Le principe, c'est que si ton chef part pas, toi tu restes. On arrive à Dans cette structure qui conseille les entreprises françaises pour s'implanter en Corée, nous rencontrons un jeune ingénieur français. 10 années d'expérience à Séoul, et pour Ludovic Barou, l'impression d'être sur une autre planète. C'est un pays qui compte avant tout sur ses hommes, hein, tout à fait. Sur sa force de travail. C'est quelque chose que vous sentez dans les relations avec eux? Quand on vient de France, on est un peu un ovni pour eux? Oui, complètement. Enfin, il y a une force de travail, aussi une volonté de bien faire. Une volonté de bien faire, c'est quelque chose d'assez fantastique. On arrive à le percevoir dans l'aspect service. Souvent, enfin, je suis amené à comparer le service qu'on peut avoir en France, qui n'est pas toujours à la hauteur, au service qu'on peut avoir en Corée, qui est complètement au-dessus de ce à quoi on pourrait s'attendre. Le service en termes de livraison, en termes de réparation de véhicules, en termes d'aide à la personne, service dans les magasins, Mais pour les salariés, combien d'heures par semaine? Pour les salariés, ça se traduit par beaucoup d'heures, beaucoup de présence dans l'entreprise. On est souvent pas très loin des 12 heures par jour, hein. Et souvent le samedi aussi. Souvent le samedi. Là. Vacances? Les vacances en Corée, donc, bon, c'est sûr que quand on parle des conditions de vacances qu'on peut avoir en France, les Coréens ouvrent de grands yeux, quoi. De grands yeux. Donc effectivement. Après, donc, les Coréens ont des jours de vacances, on en a beaucoup moins qu'en France. Il y a aussi une particularité, c'est que les Coréens, souvent, ne les prennent pas. Parce que c'est mal vu? Parce que c'est pas toujours très bien vu dans l'entreprise, vis-à-vis du chef d'équipe, vis-à-vis des autres employés, hein, de prendre ces jours de vacances. Donc souvent, ils sont payés. Ils sont payés. Les jours de vacances sont payés. Voilà, donc le gouvernement, qui essaye un peu de développer le tourisme, les transports, essaye de promouvoir le fait de prendre ces jours de congé. Ils ont fait des bonds de géants en 10 ans, et vous les voyez où dans 10 ans? Il y a le président Lee Myung-bak, donc le président sud-coréen, avait un slogan qui était très simple, hein, c'est 747. Ça veut dire quoi, 747? 7% de croissance, 40 000 $ de revenus par habitant, 7e puissance mondiale. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, on n'en est pas très loin, et c'est sur la bonne voie pour dans 10 ans. Ce modèle, les Sud-Coréens en sont si fiers qu'ils n'hésitent pas à en faire profiter les autres. Cette école de Séoul, financée par des églises, accueille chaque année des dizaines de jeunes qui ont fui l'ennemi historique, la Corée du Nord. Ils sont soigneusement sélectionnés pour éviter l'infiltration d'éventuels espions. Ici,
On leur apprend à danser sur des rythmes que le régime communiste nord-coréen n'a jamais tolérés. On les aide à se fabriquer un rêve à l'occidental. Imaginer une maison individuelle, utiliser une carte de crédit et laisser libre cours à leur créativité. « 20 000 réfugiés du Nord ont déjà été accueillis à Séoul depuis le début de la guerre. Le miracle économique sud-coréen est d'autant plus incroyable qu'il se produit dans un pays qui vit en état de tension permanente depuis 60 ans. Et cette confrontation entre la Corée du Sud et la Corée du Nord imprègne la société tout entière. Reportage d'Amaury Guibert et Mathieu Birden. Des avions de chasse survolent Séoul. Cette année, le défilé est grandiose. On célèbre les 60 ans de la libération de la capitale prise par les communistes pendant la guerre de Corée. On remercie aussi les soldats étrangers qui se sont sacrifiés dans cette bataille. Mais derrière les tenues d'apparat, l'ambiance de fête et les sourires pointent une inquiétude. On est angoissé car la Corée du Nord nous menace avec son arme nucléaire. Je ne me sens pas vraiment en sécurité. Je pense que la guerre est proche. La guerre avec le voisin du Nord, une menace toujours d'actualité 60 ans après. En marge du défilé, une exposition s'est installée sur ce trottoir. Une série de photos sur la guerre de Corée entre le Sud et le Nord communiste. Les images sont dures. Le conflit a été d'une rare cruauté. Alors évoquer ce passé est toujours aussi délicat. Je pense que ce genre d'exposition, ça réveille de mauvais souvenirs sur nos relations avec la Corée du Nord. Mais t'es un communiste ou quoi pour dire ça? Et pourquoi tu me traites comme ça? Pourquoi tu es contre cette célébration de la libération de Séoul? Comment oses-tu dire une chose pareille? On dirait vraiment que t'es un communiste. Communiste, en Corée du Sud, c'est une insulte gravissime. Ce n'est pas bien de faire ressurgir les blessures du passé si nous voulons nous réunifier avec le Nord. Mais on doit se défendre d'abord. Tu parles de réunification, mais ce qui me préoccupe, c'est notre survie. Les plaies du passé cicatrisent mal. La guerre de Corée. De 1950 à 1953, elle a déchiré la péninsule et fait près de 3 millions de morts, 10% de la population coréenne de l'époque. Après la signature d'un armistice, la frontière entre le Sud et le Nord s'est figée autour d'une zone démilitarisée qui porte bien mal son nom. C'est l'autre rideau de fer, et depuis 60 ans, rien n'a vraiment changé. Un voyage sur la ligne de démarcation à 60 km à peine au nord de Séoul suffit pour s'en rendre compte. Dans une ambiance de plomb, les soldats nord-coréens toisent les sud-coréens. Ils sont à quelques mètres, imperturbables, les poings serrés, prêts à se battre. La même posture, 24 heures sur 24. À cheval sur la frontière, un baraquement bleu, c'est là que l'on désamorce toutes les crises entre les deux blocs. Le poste de Panmunjom est le dernier vestige de la guerre froide. Le rideau de fer n'a pas bougé d'un centimètre. Barbelé, mirador. La cicatrice s'étend sur 240 km et défigure la péninsule jusqu'à la petite île de Yeonpyeong-do. Avec le temps,
Les pêcheurs ont appris 2 choses. Repérer les meilleurs endroits où trouver du crabe, mais surtout, toujours garder un œil sur le GPS. Il y a une ligne rouge infranchissable. Aujourd'hui, comme il fait gris, on ne voit pas très bien. Mais quand le temps est clair, on distingue très bien la Corée du Nord. Le nord est tout proche, et à chaque sortie en mer, le capitaine doit slalomer entre les navires militaires sud-coréens. Ils ne font pas de la figuration. En 1999, de violents affrontements avec des bateaux nord-coréens ont eu lieu au même endroit. Il y a eu une 30aine de morts et M. Kim se retrouvait au beau milieu de la bataille. On les a vus de nos propres yeux, car on était en mer en train de pêcher. Je suis resté à l'écart et j'ai continué à travailler. Vivre dans une zone militaire, au cœur du conflit entre les 2 Corées, c'est le quotidien des habitants de Yongpyong-do. J'aime pas trop le dire, surtout devant la caméra. Mais je crois qu'il y a 1 millier de soldats sur l'île. C'est presque autant que le nombre d'habitants. Chef des pêcheurs de l'île, M. Shin est arrivé à Yongpyong-do pendant la guerre. Il en connaît désormais chaque recoin et d'abord les meilleurs points de vue. Tout ça là-bas, c'est la Corée du Nord. Le nord est à moins de 5 km. C'est pour cela que l'île a été transformée en forteresse par l'armée. Il y a des barbelés, des soldats partout pour nous protéger. Personne ne peut entrer sur l'île. Même une fourmi ne passerait pas. J'ai du chagrin de ne pas pouvoir aller au nord alors que c'est tout près. Avec des jumelles, on peut même voir les habitants en face. Le nord, si proche, mais si menaçant. Moins d'1 mois après notre passage sur l'île, le 23 novembre dernier, une pluie d'obus s'est abattue sur Yongpyong-do. Elle a frappé au hasard cette maison plutôt que celle d'à côté. Sous les débris, dans le village, les secours vont retrouver 4 corps. Pendant l'attaque, les habitants se sont réfugiés dans les abris, avant que femmes, enfants et blessés ne soient évacués sur le continent. Des scènes d'exode, une atmosphère de guerre qui n'a plus rien d'inhabituel dans la région. Quelques mois avant le bombardement de Yongpyong-do, un autre incident avait eu lieu à quelques dizaines de milles nautiques d'ici. Le 26 mars 2010, la corvette sud-coréenne Cheonan est coulée par une torpille. Le gouvernement sud-coréen a renfloué le navire pour présenter au monde la preuve de l'agression, et c'est un président martial qui s'est adressé au pays. La Corée du Nord payera le prix à la hauteur de ces provocations. Je prendrai des mesures fermes. Immédiatement, la Corée du Sud a lancé les grandes manœuvres. À ses côtés, l'allié américain et ses 28 000 soldats toujours présents dans le pays. Une nouvelle bouffée de guerre froide dans la péninsule. Ce n'était que des exercices, mais l'objectif était de montrer au monde que la Corée du Sud ne se laisserait pas faire. Mais cela n'a pas consolé les familles des 46 marins du Cheonan. 46 soldats morts pour la patrie. La plupart étaient de jeunes appelés, comme eux. C'est le jour de l'appel au camp militaire de Nonsan. Dernière cigarette, dernier coup de fil, dernier moment de tendresse, avant de partir sous les drapeaux. Allez, ça fera un souvenir. Tu parles d'un souvenir? Il n'est pas très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'armée. 2 ans de service, c'est long.
Mais il n'a pas le choix. Le service, il faut le faire. Tous les garçons le font. Oui, c'est normal. Un passage obligé, un événement pour chaque famille sud-coréenne. C'est pour cela que les parents sont venus assister à la cérémonie. Ils ne reverront pas leur fils avant la prochaine permission, dans un an. Dans 20 secondes, convocation de tous les appelés. C'est déjà l'heure des adieux. Puis les appelés s'en vont vers leur nouvelle vie, laissant derrière eux des parents éplorés. Allez, courage, courage. Ne tombe pas malade. On dirait le départ d'une colonie de vacances, mais pour eux, le quotidien va changer radicalement. Car voici ce qu'ils vont vivre pendant 2 ans. Après une nuit passée en bivouac, ces jeunes appelés vont faire et refaire ce parcours du combattant toute la journée. Dans les haut-parleurs, les chefs hurlent les ordres. Il faut galvaniser les troupes face à l'ennemi, ces soldats nord-coréens en plastique. Parmi les 10 000 recrues de cette session, voici Moon Jae-song, 21 ans, bon élève à l'université et déjà dans le moule militaire après seulement 4 semaines de classe. L'infanterie à l'attaque. Je suis le soldat Moon Jae-sung. Il faut faire cela pour la défense de notre pays. Notre pays n'est pas dans une situation très stable. Oui, je pense que c'est ça. Il ne cherche pas ses mots, il a juste un trou de mémoire, car sa réponse a été écrite sur un pense-bête par l'officier de presse, jamais très loin de nous. Mais où tu vas comme ça? L'armée, un sujet sensible, car le pays se considère toujours en état de guerre. C'est ce que va nous dire le responsable de l'entraînement après un briefing avec l'officier de presse. Notre pays n'a signé qu'un armistice avec la Corée du Nord. La guerre peut arriver n'importe quand. Donc on s'entraîne en gardant cette menace à l'esprit. Ils se tiennent prêts au combat. Et tout le pays scrute le moindre événement en provenance de l'ennemi. C'était à la une de tous les médias sud-coréens fin septembre. Au nord se déroulaient des festivités dignes des plus grandes occasions, un étalage de puissance. Kim Jong-il, le leader bien-aimé, organisait sa propre succession en intronisant l'un de ses fils, Kim Jong-un. Le dictateur veut tout faire pour assurer la survie de son régime. Une dictature héréditaire. En Corée du Sud, cela a suscité quelques sarcasmes. Comme ça, les Nord-Coréens auront peur de moi. Tu es digne de moi, mon fils. Tu es mégalomane. À Radio Free Chosun, on termine l'enregistrement d'une pièce au ton très libre. L'un joue le rôle du dictateur nord-coréen Kim Jong-il, l'autre son fils, et il est évidemment question de succession. Jusqu'ici, tu n'as rien fait de bien. Et tu sais le mal que ça m'a donné pour te léguer le pouvoir? Si ça continue, le pays sera en faillite avant même que je te succède. Quand la haine monte, exprime-le à fond. La radio produit 1 heure de programme par jour à destination de la Corée du Nord. Un tiers des salariés sont des réfugiés. Ils ne souhaitent pas apparaître à l'image pour des raisons de sécurité. Beaucoup ont encore de la famille au nord.
Comme j'ai vécu là-bas, je sais quel genre d'informations les Nord-Coréens veulent connaître. J'essaye de sélectionner celles qui leur seront vraiment utiles. Et je pense qu'avec le temps, petit à petit, nos émissions produiront leur effet. En Corée du Sud, cela pourrait passer pour une œuvre de salut public. Et pourtant, la radio vit au jour le jour, seulement aidée par quelques ONG étrangères, comme Reporters sans frontières. On ne reçoit aucune subvention du gouvernement sud-coréen, car il n'aime pas trop qu'une organisation entre en conflit avec la Corée du Nord. Donc une radio comme la nôtre, qui critique le régime nord-coréen, si elle était subventionnée et que ça se savait, cela mettrait le gouvernement dans une position inconfortable. C'est toute l'ambiguïté. La Corée du Sud ne veut pas froisser son voisin du Nord, car cet ennemi reste un frère. Au centre de Séoul, trône la statue du roi Sejong, le père de la nation coréenne. Une nation alors unifiée, prospère. Beaucoup de Coréens rêvent de revivre ce passé. Il y a 10 ans, les deux pays se sont tendus la main. C'était la politique du rayon de soleil. Elle a duré une décennie. C'est bien de les voir comme ça. C'est bien. Des familles séparées par la guerre se sont retrouvées. Des gens du Sud ont épousé des réfugiés du Nord. Lorsqu'il y aura la réunification, ce sont les couples mixtes comme nous qui vont jouer le rôle de trait d'union entre le Nord et le Sud. À la frontière, sur le pont de la Liberté, on diffuse toujours de vieilles chansons d'amours impossibles. Pour beaucoup, cela a trop duré. Le mur doit tomber. Cette séparation, elle provoque autant de souffrance que la guerre. Les gens du Nord sont comme nous. Nous sommes frères et sœurs, du même sang. Vouloir la paix, ce n'est plus un tabou. Et chose incroyable, dans ce pays qui se dit en guerre contre son voisin, il y a même un ministère de l'unification. Sa mission est simple, œuvrer au rapprochement entre les deux Corées, en produisant notamment ce genre de clip. 한반도에는 많은 바람이 불어왔습니다. 평화를 위협하는 차가운 바람이 부는가 하면 때로는 훈훈한 바람도 불었습니다. 국민의 바람을 알고 있습니다. 훈훈한 바람, 새로운 바람이 불어와야 합니다. Le problème, c'est qu'à chaque crise avec le Nord, tout est remis en cause. Mais pour le ministère de l'Unification, la girouette, c'est d'abord le régime communiste. La Corée du Nord semble un jour ouverte au dialogue et un jour prête à faire la guerre. Et cela provoque deux réactions différentes ici au Sud. Certains voient le Nord comme un pays agressif, d'autres comme un pays ouvert. C'est pour nous une vraie difficulté d'unifier l'opinion publique sur cette question. Pour aller vers l'unification, la Corée du Sud ne sait pas quelle direction suivre. Il suffit pour s'en convaincre d'assister au cours du professeur Kim. À l'université Dongguk de Séoul, il est un spécialiste reconnu de la Corée du Nord. Je pense qu'il faudrait adopter une politique radicale, beaucoup plus ferme face à la Corée du Nord. Oui, d'accord, mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que si on est plus ferme avec ce régime, les Nord-Coréens vont subir plus fortement la misère, la pauvreté, et que cela provoquera une révolte au sein du pays. Je crois qu'il faut être flexible face à l'évolution du régime nord-coréen. Donc si on privilégie une seule politique, ça posera un problème. Les deux Corées vont-elles un jour se retrouver? Quel chemin vont-elles emprunter? Personne n'a encore la réponse. Eux n'ont pas connu la guerre. Ils ont grandi dans un pays en pleine réussite économique.
Il compte bien en profiter. C'est un samedi soir ordinaire dans un quartier branché de Séoul. La Corée du Nord et ses armes nucléaires ne sont qu'à 60 km de là. Pour eux, c'est à des années-lumière. On passe le temps en buvant des coups. Ça permet d'évacuer le stress du travail. Ils ont tous les trois moins de 30 ans. De jeunes actifs qui veulent profiter de la vie plutôt que penser à une hypothétique réunification. Les jeunes trentenaires, ils sont plus préoccupés par le boulot, comment s'en sortir, plutôt que par l'avenir de leur pays. Et je pense que la réunification n'arrivera pas avant que je sois mort. Vu ce qu'il se passe actuellement en Corée du Nord, avec la succession de Kim Jong-il, tout ça, ça va être difficile. En tout cas, si notre pays nous appelle pour faire la guerre, je suis prêt à obéir. Car comme vous le savez, nous les Coréens, on est très patriotes. Vive la Corée! Je suis prêt à répondre à la convocation. Vive la Corée! Combien de temps faudra-t-il encore pour que la réunification gagne les esprits et les cœurs des jeunes Coréens? Depuis 60 ans, l'ombre de la guerre plane. Et la péninsule coréenne attend toujours ce matin calme qui amènera peut-être la paix. Après des années de privation et de régime autoritaire, les jeunes Coréens aujourd'hui veulent respirer. À Séoul, la création explose dans tous les domaines, la musique, le design, la mode ou encore les images. Au point que la Corée impose aujourd'hui ses tendances à tout le reste de l'Asie. La vague coréenne, c'est un reportage de Christophe Duchiron et Frédéric Basile. À Tokyo, le 26 novembre 2004, la rue est en désordre et le service d'ordre sur les nerfs. Qui se cache derrière les vitres fumées et provoque l'hystérie des fans japonaises. À coup sûr une star internationale, mais pas celle que vous croyez. 날 위해서 너가 행복해질 수 있도록 노력해줘. Le Japon des ménagères s'embrase pour Bae Yeon-jun, acteur coréen à tête de prince charmant. Premier rôle d'un feuilleton télé coréen intitulé Sonate d'hiver. Sur le coup, les dames sont prêtes à tout pour essayer d'attirer son regard. Bientôt, les publicitaires nippons s'arracheront son image. Sonate d'hiver est une comédie romantique à la sauce coréenne, nappée d'un sentimentalisme presque naïf et d'un goût prononcé pour les pleurs et le sirop d'émotion. Sonate d'hiver va connaître au Japon et en Asie un succès international, aussi incroyable qu'inattendu. C'est difficile d'analyser le succès car ce n'est pas une science exacte. Je pense que tout le monde pouvait s'identifier facilement à l'histoire d'amour, décrite de façon très romantique et très pure. Le feuilleton a connu le succès au Japon, surtout auprès des femmes d'âge mûr. C'est une génération qui a beaucoup travaillé après la Deuxième Guerre mondiale, au rétablissement et à la modernisation du pays, au point que beaucoup de ces femmes ont sacrifié leur histoire d'amour. Alors si on peut dire, Sonate d'hiver leur a redonné une nouvelle jeunesse.
Automne 2010, Sonate d'hiver est toujours au sommet de la vague. Pour en avoir le cœur net, il faut sortir de Séoul, rouler 1h30 et atteindre l'île de Nami. Les touristes viennent du monde entier, principalement d'Asie. C'est une sorte de pèlerinage en hommage au héros du feuilleton qui a été tourné ici. Sonate d'hiver a été vue dans 70 pays par 2 milliards de téléspectateurs. Sur l'île de Nami, le grand frisson romantique, c'est de se faire prendre en photo avec son héros préféré. En Indonésie, c'est l'un des feuilletons les plus connus. C'est sorti en vidéo. Parfois, ils en font la publicité à la télé. Mais cela passe aussi à la télévision dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est. Les gens attendent toujours la diffusion d'un épisode avec impatience. Ils ont hâte de voir les deux acteurs principaux. Grâce à Sonate d'hiver, l'île de Nami est devenue en Corée un endroit roman kitsch. On se trouve à l'endroit où Bae Yeon-jun et Choi Ji-yoo ont échangé leur premier baiser. Chaque année, 200 000 touristes étrangers font le déplacement à Nami, rien que pour les beaux yeux des vedettes de la série. Oui, bien sûr, Sonate d'hiver a contribué au développement du tourisme en Corée, mais ce feuilleton a presque 10 ans déjà. Aujourd'hui, il y a plein d'autres feuilletons coréens qui connaissent le succès dans les pays asiatiques. Certains feuilletons sont même diffusés hors d'Asie, et donc je pense que les feuilletons coréens jouent un grand rôle pour faire connaître la Corée dans le monde entier. On ne s'en rend pas toujours compte, mais la Terre tourne, surtout à Séoul, où ça tourne à tous les coins de rue. Ici, on tourne à tour de bras des feuilletons télé appelés dramas. Il y a des dramas pour toutes les générations, pour tous les goûts, pour tous les publics. Pas encore diffusé en Corée, ce feuilleton intitulé Marie couche dehors est déjà un succès commercial. Il a été prévendu en Chine et au Japon. Le genre des feuilletons télé en Corée du Sud représente un marché économique de première importance. La chaîne KBS produit 1500 heures de drama par an et y consacre le quart de son temps d'antenne. Chez KBS, on sait peaufiner les histoires et élaborer une stratégie internationale. Exporter des produits industriels, ça n'est pas la même dimension que d'exporter des produits culturels. Vendre à l'étranger des téléphones portables et des voitures, c'était facile. Pour les produits culturels, en raison des obstacles de la langue ou de différences de mentalité, c'est beaucoup plus difficile. Le succès au Japon de Sonate d'hiver a commencé à nous donner confiance dans le pouvoir d'exportation de nos feuilletons. Aujourd'hui, nous avons l'ambition d'aller au-delà des pays asiatiques et de conquérir les marchés européens et américains. Depuis une dizaine d'années, la mode de la culture venue de Corée du Sud s'est répandue chez ses voisins asiatiques. Ce phénomène porte un nom, Hallyu, qui veut dire vague coréenne. La vague coréenne ne porte pas seulement les feuilletons télé, elle concerne aussi le cinéma. À 1 heure d'avion de Séoul, la ville de Busan, 4 millions d'habitants, organise depuis 15 ans le plus important festival de cinéma en Asie, avec tapis rouge et vedettes internationales. Au mois d'octobre, le réalisateur américain Oliver Stone assure la promotion de son dernier film et commence naturellement sa tournée asiatique par le festival de Busan. Juliette Binoche y a fait salle comble. Après la projection du film Copie conforme,
qui lui a valu un prix d'interprétation au dernier festival de Cannes. Elle a dialogué avec un public de cinéphiles trentenaires. La rencontre s'est terminée par une séance d'échange culturel. Parfaite admiration des fans coréens pour Juliette Binoche et parfaite admiration de Juliette Binoche pour le cinéma coréen. On ne termine pas les phrases, on ne termine pas les films, il n'y a pas le bon mot de la fin, il n'y a pas la musique qui soutient avec, on n'essaie pas de prendre des béquilles. On laisse la place au spectateur, on laisse la place à l'humain, je dirais, pour faire son propre chemin. Et c'est ce qui me passionne, moi, dans le cinéma. 시를 쓴다는 것 중에 아름다움을 찾는 일이 우리 눈앞에 보이는 것들. 시를 한 편씩 써야 합니다. 써봐야 알게 돼요. 쓰지 않으면 몰라. En Asie et dans le monde, le cinéma coréen joue aujourd'hui un rôle de premier plan. Il va de récompense en reconnaissance. Lee Chang-dong for poetry. Le réalisateur Lee Chang-dong, prix du scénario à Cannes pour son film Poetry, a été ministre de la Culture entre 2003 et 2004. Son film a fait en France plus de 200 000 entrées. Je pense que le dynamisme du cinéma en Corée a commencé il y a 15 ans. Plusieurs éléments ont joué, notamment l'effort du gouvernement pour promouvoir la culture en Corée. Il y voyait un instrument de cohésion nationale et de rayonnement international. Cet effort a engendré différentes politiques de soutien pour la culture, et notamment pour le cinéma. En l'occurrence, la Corée du Sud représente un exemple unique. Pendant plus de 30 ans, la loi dite des screen quotas imposait aux exploitants de mettre à l'affiche des films coréens 146 jours par an. L'idée, c'était de favoriser le développement du cinéma national et contenir l'influence des productions américaines. Chaque année, le directeur général du Festival de Cannes fait le voyage de Busan. Thierry Frémaux admire la vitalité du cinéma coréen et sa politique de soutien. En Corée, il y a eu pendant longtemps un engagement public qui fait que quand on impose la présence sur les écrans, dans les multiplexes du cinéma national, eh bien les gens reprennent l'habitude d'aller voir leur cinéma. Ils lui font fête ou sanction selon qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas le cinéma en question. Mais il y a eu là un effort public très passionnant qui a donné aussi cette belle génération d'auteurs, de scénaristes, de comédiens et de spectateurs. À l'aube du XXIe siècle, une vague de protestation a traversé la Corée. Sous la pression des États-Unis, le gouvernement veut alléger le régime protectionniste des screen quotas. La rue est en colère. Elle dit que l'identité culturelle de la Corée est menacée. Pour protester, Im Kwon-taek, l'un des réalisateurs les plus respectés, se fait tondre en public. Ni les mèches qui tombent, ni les larmes qui coulent, ni la puissante détermination de ce visage n'empêcheront le gouvernement de réduire en 2006 les screen quotas de moitié. Quatre ans ont passé, le cinéma coréen n'est pas pour autant au creux de la vague. Mieux que ça, il a conservé un dynamisme et une créativité que pourraient lui envier bien des pays. Au Festival de Busan, qui récompense les premiers films coréens et asiatiques, l'engouement populaire n'a pas faibli. Au Festival de Busan, au soir de la cérémonie de clôture, les jeunes filles du public jouent de la corde sensible et de la corde vocale. En Corée du Sud, le cinéma n'a pas fini de faire des étincelles. À sa manière, la chanson populaire pour les jeunes est un festival pyrotechnique. La
La Korean Pop Music, que l'on appelle communément K-pop, est l'une des composantes essentielles de la vague coréenne. Les clips vidéo des vedettes de la K-pop envahissent l'Asie et inondent Internet. Sur le marché musical de la culture jeune, les Coréens sont devenus la référence devant les groupes japonais. À Séoul, au marché de Namdaemun, c'est un peu la foire aux idoles et la chasse aux souvenirs. Ce marché aux puces est fréquenté par des touristes du dimanche, qui se régalent de trouver les vedettes de la K-pop en photo, en calendrier, en trousse à crayon, en tasse à café. Sous l'effet de la vague coréenne et du rayonnement de ses stars, les touristes étrangers, principalement japonais ou chinois, affluent en Corée du Sud. En Asie, la vague coréenne est de plus en plus populaire. Je pense que du point de vue de la culture, la Corée a détrôné le Japon. Moi, la culture japonaise ne m'a jamais vraiment intéressée. Alors, ça fait 10 ans que je m'intéresse aux trucs coréens. Ces deux touristes japonaises fans de K-pop en ont pris plein les yeux. Au Japon, pour la musique, on fait ce qu'on peut. Je pense que nos artistes ne font pas assez d'efforts, contrairement aux artistes coréens, qui, eux, font tout ce qu'il faut pour plaire à l'étranger. La vague coréenne en Asie, c'est un peu le monde moderne à l'envers. Il y a 20 ans, les modes étaient nippones et la culture japonaise très présente en Corée du Sud. Désormais, c'est la Corée qui donne le là. En 2009, le boys band coréen SHINee entame une tournée au Japon. Les 5 membres de SHINee ont sorti leur premier album 1 an auparavant. Et déjà, ils déplacent une foule de fans sentimentales. Sympathique cérémonial au cours duquel chacune aura le privilège de toucher la main des vedettes. Après vient l'heure du concert et des jeux de lumière. Est-ce la chorégraphie de groupe? Est-ce le look de SHINee, réputé paraît-il pour son style vestimentaire? Est-ce la musique qui déclenche à ce point la ferveur nippone? Quel que soit le succès, il y a toujours une part de mystère. À Séoul, rencontrer les 5 garçons de SHINee n'est pas une simple affaire. Ils sont en contrat avec une agence artistique, SM Entertainment, qui compte dans son écurie nombre des jeunes vedettes coréennes de la K-pop. Ce jour-là, une 60aine de collégiennes attendent SHINee, qui vient enregistrer une chanson pour une émission de télé. Pas de chance pour elle, SHINee est entrée par une porte dérobée. Tout juste sortis de l'adolescence, les membres de SHINee surfent depuis 2 ans sur la vague de la réussite. Dès que l'on a débuté dans la K-pop, grâce à la puissance de la vague coréenne, nos chansons ont vite rencontré le succès. C'était incroyable, ça s'est passé en quelques heures après la sortie de notre premier disque. On a vraiment pu réaliser à quel point la vague coréenne est forte. SHINee chante des textes en coréen dont les titres ou les refrains comportent des mots américains. Cette chanson par exemple s'appelle Hello. La K-pop coréenne, d'un point de vue artistique, vise officiellement le très haut niveau. Et du point de vue commercial, très clairement, le marché étranger. Le principal atout de notre société, c'est que nous recrutons d'abord de jeunes chanteurs, dont le talent peut leur permettre de figurer sur le marché international.
Mais on ne se contente pas de ça. On les fait progresser en les entraînant de façon très stricte. Ça peut durer entre 3 ans et 6 ans. On leur enseigne la danse, le chant et même les langues étrangères. Vedette de la maison, la chanteuse coréenne Boa est l'artiste féminine de la K-pop la plus connue en Asie. Boa sait s'adapter à son public. À Tokyo, devant 15 000 fans japonais conquis, elle chante en japonais. Boa chante seule mais se déplace en groupe. Une coiffeuse, une maquilleuse, une styliste, un manager. Et pour la télé française, un petit mot en français. Bonjour, je m'appelle Boa, maman. Comment tu t'appelles? En combien de langues chantez-vous? Je chante en coréen, en japonais et en anglais. Il m'est même arrivé d'enregistrer un album au chinois, mais sans comprendre le sens des paroles. J'étais très jeune à l'époque. Les 3 langues que je peux utiliser couramment sont le coréen, le japonais et l'anglais. Ainsi va la vie coréenne, dont la vague exporte vers d'autres rivages feuilletons, films et chansons, mais aussi la mode ou la bande dessinée. Le domaine de l'art contemporain n'a pas encore été touché par l'Hallyu. C'est peut-être une question de temps. Il existe à Séoul un nombre record de galeries d'art. Près de 300 sont officiellement recensées. L'une des plus célèbres a été ouverte en 1982 par Yoon Suk Lee, qui organisait récemment une exposition d'artistes coréens intitulée Stratégies obliques. Avec une galerie à New York et une autre à Paris, Madame Lee a aussi une stratégie internationale. Pour l'instant, l'art contemporain ne profite pas de la vague coréenne. Si jamais l'art contemporain s'associe un peu trop au succès de cette vague, si ça devient trop commercial, cela peut nuire au travail des artistes. D'un autre côté, les œuvres des artistes se vendent de plus en plus à l'étranger et ça les stimule. Fin 2010, portée par la vague coréenne, la Corée du Sud avance d'un pas assuré. Depuis une dizaine d'années, la Corée du Sud est devenue un foyer d'innovation et d'exportation de ses produits culturels. La Corée du Sud rivalise avec le Japon. Il le dépasse parfois en termes de rapidité de développement et de rayonnement. L'image de marque de la Corée du Sud a changé. Le petit pays terne et industrieux est aujourd'hui un modèle en Asie en matière de goût, de mode et d'art de vivre. À la façon de cette œuvre animée installée au-dessus d'une galerie d'art, la Corée du Sud n'en finit pas d'avancer. Ce déferlement de la culture coréenne a aussi été baptisé kimchi. Un jeu de mots tiré du nom du plat national sud-coréen. What is this? Le kimchi, c'est du chou. Très bon, fermenté et pimenté. La cuisine en Corée du Sud est un peu à l'image du pays. Entre tradition et modernité. Dans ce restaurant branché de Séoul, nous rencontrons un frère et une sœur au parcours peu ordinaire. Olivia et Adrien Prost. Leur père est sud-coréen, leur mère est française. Ils ont grandi en France, mais c'est ici qu'ils ont décidé de faire leur vie et ils travaillent tous les deux pour la télé coréenne. Vous jouez les Françaises à la télévision? Moi, je joue le rôle de la Française à la télévision. Pour revenir un peu à tout ce qui est de la culture un peu showbiz, K-pop. Pourquoi ça marche en fait? Je pense que déjà c'est très dynamique, c'est une industrie très dynamique. Donc il y a
toujours des nouveaux films, il y a beaucoup de dramas, de séries télévisées, il y a beaucoup de nouveaux groupes de chanteurs qui arrivent tous les mois. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux groupes tous les mois. Et en gros, c'est assez impressionnant parce que le Japon est quand même beaucoup plus grand en taille, mais ils n'ont pas cette puissance culturelle aujourd'hui que la Corée a en Asie. Et alors je pense que c'est dur à expliquer entièrement. Même moi, parfois, j'ai du mal à comprendre. Mais en tout cas, ça marche. Mais en tout cas, ça marche. Et puis la Corée doit en profiter pour se faire connaître et puis pour faire aussi venir les gens un peu visiter. Comment vous le voyez, ce pays, dans 10 ans, dans 15 ans, encore plus haut que ce qu'il est aujourd'hui? Je pense. La Chine continue à grandir. Donc la Corée va continuer à grandir aussi avec la Chine. Géographiquement, elle est bien située entre la Chine et le Japon, donc c'est plutôt bien. Et ils vont continuer à s'ouvrir au monde, vous dites, c'est important cette ouverture? Oui, je pense que le gouvernement coréen est en train de faire beaucoup de choses pour faire connaître le pays et puis pour s'ouvrir de plus en plus, pour accueillir de plus en plus d'échanges, d'élèves en échange, mais aussi d'entreprises. Il y a beaucoup de zones économiques libres. Free Economic Zones. C'est aussi un pays qui est en guerre, la Corée du Sud. Est-ce que c'est important cette confrontation ou est-ce qu'on est habitué et d'une certaine manière on s'en occupe pas trop? Je pense que c'est plus, on est habitué, on vit la vie de tous les jours sans vraiment s'en préoccuper. C'est certes, on s'en préoccupe que quand il y a un bombardement ou il n'y a pas longtemps, au mois de mars. Ce qui est quand même très rare. Oui, bon, récemment ça a été un peu plus intense. Moi j'ai beaucoup d'amis parfois qui m'appellent ou qui m'envoient des messages. Est-ce que ça va en Corée? J'ai l'impression que c'est la guerre. Mais on leur dit non, tout va bien, c'est juste les... Ça c'est la faute des télévisions françaises. La façon dont... C'est international, pas que française. Donc la façon dont ils en parlent à l'étranger, c'est quand même un peu différent de la situation réelle concrètement sur le pays. Non, c'est parfois inquiétant, mais les Coréens ne vivent pas avec la peur au jour le jour d'avoir une guerre qui leur tombe sur le nez. Ils vivent, ils continuent. Et je pense qu'ils sont habitués depuis 1953, depuis la fin de la guerre de Corée, à justement vivre avec cet ennemi, la Corée du Nord, qui en même temps, on essaye de rapprocher les relations, mais c'est très difficile. C'est beaucoup d'intimidation, mais le risque de guerre est quand même très très faible. Donc vous êtes un peu des citoyens du monde, hein, la France, la Chine, la Corée. Vous allez rester ici, vous pensez? Moi personnellement, j'ai pas encore projet de quitter la Corée. Je pense que pour nous, c'est un avantage d'être en Asie que d'être en Europe. L'Asie est en train de grandir beaucoup, donc on a intérêt stratégique à rester en Asie. Et moi personnellement, j'aime beaucoup la Corée, donc je veux aider un peu la Corée et puis la société, la culture coréenne à se faire connaître dans le monde. S'internationaliser. Donc moi c'est pour ça que je suis là. Et vous avez l'impression que c'est le pays où il faut être en Asie en ce moment? En ce moment, je pense que oui, c'est le pays idéal. On a pas mal d'amis en fait qui viennent juste de passage et puis qui décident de trouver un stage dans une société étrangère basée à Séoul et ils commencent leur carrière en fait en Asie. Et je pense qu'en effet, c'est le pays idéal pour commencer. La Corée du Sud s'est développée à une vitesse vertigineuse, en à peine plus de 50 ans. Ces bouleversements ont forcément entraîné des tensions dans la société. C'est le pays qui détient le plus fort taux de suicide au monde. Face à ces crispations, de plus en plus de Coréens trouvent refuge dans la religion. Et là encore, vous allez le voir, ils ont appris à s'adapter. Reportage de Nathalie Touré et Julien Alric. C'est une tradition ancestrale en Corée. Une fois par an, au mois de mai, les bouddhistes investissent les rues de la capitale pour célébrer l'anniversaire de Bouddha. Bouddha, 2554 ans cette année. Tous les temples du pays participent à la procession. Cette fleur de lotus représente le bouddhisme. Elle symbolise la purification du monde.
Des heures durant, des milliers de personnes défilent dans la bonne humeur. Elles adressent à la foule un message de fraternité. Nous prions pour notre santé et pour la paix. Ces lanternes symbolisent la lumière. Selon la religion bouddhiste, la lumière éclaire les recoins sombres de l'âme et chasse ainsi les angoisses. Le bouddhisme ou la voie de la sérénité. Au fil du temps, le défilé s'est pourtant ouvert à de nouveaux personnages qui n'ont rien à voir avec la religion, comme ces créatures de dessins animés. Le bouddhisme a beau être la première religion de Corée, il est en perte de vitesse dans le pays. Alors tous les moyens sont bons pour attirer la foule. De nos jours, à Séoul, des croix se dressent à tous les coins de rue. Celles des temples protestants et celles des églises catholiques. C'est peut-être étonnant, mais dans ce pays d'Asie, les chrétiens sont désormais plus nombreux que les bouddhistes. Ce changement s'est opéré il y a une cinquantaine d'années, après la guerre de Corée. Selon ce spécialiste des religions, il correspondait à une volonté de développement de la population. Lorsque le christianisme a été introduit sur la péninsule coréenne pour la première fois, notre pays était extrêmement dégradé économiquement. À cette époque, certains Coréens ont considéré le bouddhisme traditionnel de manière négative. Et puis ils ont accueilli le christianisme occidental comme une force de modernisation. Symbole de ce phénomène, l'église du plein évangile de Yeouido. Fondée juste après la guerre, elle est devenue la plus grande paroisse du monde. C'est dimanche, Madame Che vient assister à l'office en famille. J'ai été l'un des premiers membres de cette église. La petite paroisse que j'ai connue est devenue une congrégation d'envergure mondiale. Je remercie Dieu pour cela. La famille Che est pentecôtiste, une mouvance protestante évangélique. Leur église a été fondée par le pasteur Cho. Aujourd'hui, ils sont 20 000 à être venus l'écouter, mais bien davantage en réalité. Le sermon du pasteur Cho est retransmis en direct sur Internet et traduit en simultané en 8 langues. En Corée, l'église du plein évangile compte 800 000 fidèles qui considèrent le pasteur Cho comme un prophète. Le pasteur Cho est mon mentor spirituel, un père spirituel. C'est lui qui nous délivre les plus importants messages de Dieu. Très vite, l'édifice se transforme en un gigantesque karaoké. L'office est calqué sur celui des églises évangéliques américaines. Après l'exaltation dans le chant, le temps fort de la prière. Dans une grande transe collective, les paroissiens prient à voix haute pour le pardon de leurs péchés et la guérison de leurs malades. En plus de l'enthousiasme de ses fidèles, l'église du plein évangile peut compter sur leurs dons. Madame Che cherche l'enveloppe dans laquelle elle dépose sa contribution mensuelle. Une fois par mois, on dépose 10% de notre revenu dans cette enveloppe et on la glisse dans l'urne réservée aux dons. L'église collecte les enveloppes, vérifie le montant et valide par un tampon. Ensuite, ils remettent l'enveloppe dans ce casier et le mois suivant, on redonne de l'argent. Et vous donnez combien? Je donne 200 €. C'est beaucoup, non? Non, ce serait mieux si je pouvais donner encore plus à Dieu. À la sortie de l'office,
Les volontaires du service d'ordre remercient les paroissiens. En dehors de la messe, les paroissiens se réunissent une fois par semaine. Ce vendredi, c'est Madame Che qui reçoit. Dans l'assemblée, des femmes qui font partie de l'Église depuis plusieurs décennies et d'autres depuis tout juste un an. Ces procédures servent à aider les nouveaux convertis à s'adapter à leur nouvelle vie. Notre Église est trop grande pour s'occuper de chaque paroissien. Les réunions de cellules les aident à créer des liens. Le concept de cellule a été mis au point par le pasteur Cho. Leur multiplication constitue la clé de l'expansion de son église. Dans mon quartier, je suis en charge de 27 familles. Si nous convertissons davantage de monde et que la cellule grandit, nous la divisons en deux, nous élisons un nouveau responsable et une autre cellule est créée. Il existe 30 000 cellules comme celle-ci. Ces réunions sont une nouvelle occasion de prier, mais aussi de faire des dons. L'Église du Plein Évangile est à la tête d'une véritable fortune dont elle refuse de dévoiler le montant. Ici aussi, la religion peut être un filon financier. D'où une compétition féroce entre paroisses. Le prosélytisme fait partie du quotidien. Certains camelots de la foi prêchent dans la rue, d'autres se transforment en hommes sandwich missionnaires. Le message, en 3 langues, est sans équivoque. Avec Jésus, le paradis. Sans Jésus, l'enfer. Le révérend Moon est même allé jusqu'à créer sa propre religion, l'Église de l'Unification, plus connue en France sous le nom de secte Moon. Jésus-Christ lui serait apparu et lui aurait demandé de terminer le travail. En octobre 2009, avant de passer la main à ses fils, le révérend Moon a célébré son dernier mariage collectif. Il a uni 10 000 couples de toutes nationalités. Le siège de son empire se dresse en plein cœur de Séoul. Bonjour, je m'appelle Justin Moon. Je suis le président de la fondation de l'Église de l'Unification. Et voici notre sigle, l'emblème de notre Église. Ici, c'est le département de la planification. Dans ces bureaux, nous avons les cadres. Voici notre département de soutien à l'administration des affaires générales. Bon, ils font un très bon travail, très professionnel. Moon Kook-jin est l'un des fils du révérend. Diplômé aux États-Unis, ce businessman averti compare sans complexe son église à une entreprise. Grâce à la liberté religieuse, même si nous sommes une nouvelle religion et qu'il y a beaucoup d'églises établies, nous avons pu mener à bien nos activités. Évidemment, les églises établies n'aiment pas toujours voir les nouvelles religions se développer et évangéliser leurs membres. Il existe donc un certain degré de compétition sur le marché. Mais c'est ce libre-échange d'idées où l'on partage l'avis de quelqu'un ou non qui permet à l'ensemble de la société de devenir plus progressiste et plus compréhensive à l'égard des autres. La photo de George W. Bush qui s'étale en grand format sur la façade de l'église du Plein Évangile ne choque personne. La religion en Corée, c'est aussi une affaire politique. Et George W. Bush est un bon ami du pasteur Cho, l'un des hommes les plus influents du pays et parmi les plus difficiles à interviewer. Cet évangéliste a activement soutenu la campagne de l'actuel président coréen, un conservateur. Nous sommes amis, nous jouons au golf ensemble. J'ai aidé son camp à remporter la victoire lorsqu'il a fait acte de candidature pour l'élection présidentielle. Je l'ai beaucoup soutenu. Satan essaye de bloquer son travail en tant qu'homme politique et en tant que protestant.
dans tous les domaines. Mais je pense que Dieu lui donnera le pouvoir de surmonter cela. Beaucoup de gens le critiquent, mais moi, je l'applaudis à deux mains. Le président coréen Im Young-bak est pourtant membre de cette autre église évangélique. Mais il est protestant lui aussi, et il a tout d'un bon pratiquant. C'est le 30e anniversaire de cette église, et cela fait 30 ans que j'en fais partie. La foi affichée du président réjouit les paroissiens mais inquiète en Corée du Sud. Car le président coréen n'a pas hésité à faire dire un sermon par le pasteur Cho lors d'un sommet avec George W. Bush en août 2008. Ce mélange des genres a provoqué un véritable tollé. Le gouvernement de Im Young-bak veut-il faire du pays une nation protestante ? S'interrogent certains Coréens. Quelques semaines plus tôt, les temples bouddhistes avaient déjà disparu d'une carte officielle de Séoul. Pour les bouddhistes, la coupe est pleine. L'harmonie religieuse a été ébranlée. Plusieurs incidents ont violé la Constitution, qui interdit toute discrimination religieuse et garantit le principe de laïcité. Les bouddhistes descendent dans les rues par dizaines de milliers pour exprimer leur colère, du jamais vu dans l'histoire du pays. Ce mécontentement est toujours d'actualité. Sous son tapis de lanternes et ses airs de fête, le temple de Jogye est en deuil. Hier, un moine s'est suicidé. Dans le pays, plusieurs centaines de moines sont toujours en grève de la faim. Ils protestent contre un projet d'aménagement du territoire cher au président, mais aussi contre son prosélytisme. Nous rencontrons Ji-kwan, qui vient d'achever un jeûne de 15 jours. Depuis que le président Im Young-bak est arrivé au pouvoir, ceux qui travaillent pour lui ont lancé un mouvement de croisade. Ils veulent transformer toutes les villes de Corée en villes protestantes. Cette évangélisation n'est pas qu'une vue de l'esprit. Eux, je les ai convertis. Dans son quartier, Madame Che a converti des dizaines de voisins. Eux aussi. Cette maison aussi. Et eux aussi. Les maisons du quartier portent la marque de ce prosélytisme. L'efficacité de Madame Che suscite l'admiration de sa fille, qui aimerait pouvoir en faire autant. Tu sais, je suis incapable de faire comme toi, maman. Il va falloir que tu m'apprennes. Pour évangéliser, d'abord il faut prier. Tu vois ce que je fais? C'est que je repère une personne, j'écris son nom et tous les jours à l'aube, je prie pour cette personne en disant son nom. Et au fur et à mesure que je prie, cette personne commence à ouvrir son cœur. Et ensuite, de force, je l'emmène à l'église. Ce mouvement d'évangélisation dépasse très largement les frontières. La Corée du Sud est devenue le pays qui envoie le plus de missionnaires à l'étranger, juste derrière les États-Unis. En banlieue de Séoul, la Société des missions mondiales a installé son siège de formation des missionnaires. Ça vient d'Ouganda. C'est un instrument de musique. Ça aussi, ça vient d'Ouganda. Le révérend Wang présente avec fierté les souvenirs que les missionnaires ont rapportés des 4 coins du monde. Ça, ce sont des vêtements chinois miniatures. Au total, l'organisation a envoyé 2000 évangélisateurs dans 99 pays. Aux yeux des missionnaires coréens, prêcher à l'étranger, c'est prendre la relève des missionnaires américains qui ont apporté la parole de Dieu en Corée. C'est aussi témoigner qu'avec la foi, on peut relever un pays en ruine. Après la guerre de Corée, nous avons connu la famine. Nous avons fait de notre mieux pour reconstruire le pays. Notre situation économique s'est améliorée.
Nous voulons partager notre expérience, montrer comment supporter la souffrance dans l'espoir de Dieu. Mais la Corée a déjà payé le prix de sa volonté d'évangélisation. En août 2007, 23 missionnaires sud-coréens sont enlevés par les talibans en Afghanistan. 2 d'entre eux seront exécutés. La population est sous le choc. Soucieux de véhiculer une image positive de leur pays, les Sud-Coréens se seraient volontiers passés d'attirer ainsi l'attention. Les otages présentent leurs excuses en public. Cette crise a engendré de nombreux débats et mouvements. Par conséquent, après ce que l'on a appelé l'incident en Afghanistan en 2007, la réputation des protestants coréens s'est encore dégradée un peu plus. En Corée, le prosélytisme protestant commence à lasser une partie de la population. Elle se tourne vers une autre religion chrétienne, le catholicisme, introduit par les missionnaires français il y a 2 siècles. Au 8e étage de cet immeuble vit Madame Jo. Elle est catholique et elle critique les méthodes des protestants. Les protestants forcent trop les gens et les gens se braquent. Nous, les catholiques, nous sommes plus discrets. Dans cet immeuble, il y a des gens qui n'appartiennent pas à notre église, mais nous ne les forçons pas, parce que nous avons connu ça. La foi ne doit pas naître par la force, c'est la différence entre les catholiques et les protestants. Il est 20h. Monsieur Jang rentre du travail. Dans cette famille très pieuse, pas un repas ne débute sans le bénédicité. Le matin comme le soir. Les prières qui sont ici sont pour ma famille. Il y a celles que l'on dit le matin, avant le petit déjeuner, et une autre ici pour le soir, avant le dîner. C'est moi qui les ai écrites. Ancien bouddhiste, M. Jang s'est converti au catholicisme par amour pour sa femme, mais aussi par conviction. Lorsque le pays traverse des difficultés, les prêtres prennent les problèmes à bras-le-corps. Et ils emmènent derrière eux le pays et la population. C'est ce qui m'a séduit dans la religion catholique. C'est pour cela que je me suis converti. Historiquement, les catholiques coréens se sont en effet illustrés par leur mobilisation. Sous la dictature, ils ont pris la tête des mouvements en faveur de la démocratie. La cathédrale de Myeongdong, le premier édifice catholique de Corée, servait alors de refuge aux contestataires poursuivis par la police. C'est au pied de cette même cathédrale que les prêtres ont repris le combat après l'arrivée au pouvoir de l'actuel président conservateur. Prions ensemble pour la démocratie de notre pays, qui est profondément menacée par le gouvernement arrogant et autoritaire de Lee Myung-bak. Les prêtres demandent au président de prêter une oreille plus attentive aux revendications des classes populaires et de garantir une meilleure redistribution des richesses. Nous, les prêtres, nous soulevons ces problèmes parce que personne ne le fait à notre place. À chaque fois, les enjeux financiers sont tels que personne n'ose protester. Notre responsabilité n'en est que plus forte. Le catholicisme coréen se veut en prise avec son temps. Ce n'est sans doute pas un hasard si c'est la religion qui progresse le plus vite en Corée aujourd'hui. Pourtant, la liturgie catholique a conservé toute sa tradition. À la messe, Madame Jo porte une mantille pour dissimuler ses cheveux, comme la plupart des femmes coréennes catholiques. Le
Le dimanche, dans cette église, les bancs sont pleins. Comparé aux autres religions et ce que nous avons connu auparavant, le catholicisme connaît actuellement un développement exceptionnel. Les gens attendent beaucoup de nous. 11% des Coréens se déclarent aujourd'hui catholiques, mais les protestants sont encore plus nombreux, 18%. Dans la nuit de Séoul, leurs croix rouges dominent encore largement les croix blanches des catholiques. Quant aux lanternes des bouddhistes, elles ne s'affichent plus qu'une fois par an. Cette guerre des clochers les dépasse. Bouddha a toujours prôné le détachement. Au mémorial de l'indépendance, dans la grande banlieue de Séoul, c'est l'histoire d'un pays meurtri qu'on exhibe. « 5000 ans de civilisation et de combat contre l'envahisseur. De salle en salle, les écoliers et les touristes découvrent éberlués ce que fut l'occupation du pays par le Japon voisin. De 1910 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une longue litanie d'atrocités reconstituées avec réalisme. Séances de torture et exécutions sommaires par milliers. De cette humiliation a émergé en Corée du Sud une forme de conscience nationale, un appétit de revanche qui reste aujourd'hui encore un formidable moteur pour tutoyer les sommets. Voilà, c'est la fin de notre voyage au pays du matin calme, une Corée du Sud conquérante et déterminée. Merci à Patrick Boité qui a préparé cette émission et à Nicolas Maupier qui l'a réalisée. Nous nous retrouverons au mois de mars pour une émission spéciale consacrée au cannabis et à la question de sa légalisation. D'ici là, gardez un œil sur la planète. Bonsoir.